Salut à vous tous, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je viens vous raconter une histoire qui me brise le cœur, une histoire qui me pèse tellement lourd, et j'ai besoin que vous m'aidiez à la partager avec le monde entier. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon expérience, et cette vidéo est très importante. Écoutez-moi jusqu'au bout et partagez-la pour que tout le monde sache ce qui se passe dans cette vie. Je suis dans une situation terrible, mon cœur est lourd, et je viens demander vos conseils pour savoir quoi faire. Merci de me donner cette opportunité sur votre plateforme. J'ai dû me forcer pour parler parce que je suis complètement effondrée. Je raconte mon histoire pour que les jeunes femmes puissent en tirer une leçon, et j'espère que vous m'aiderez avec vos idées. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais essayer. Mon cœur est tellement plein de douleur. Je me suis mariée à mon mari, et quand on a commencé, on n'avait rien. Il n'avait pas d'argent, rien du tout. Mais je l'aimais, et c'est pour ça que je l'ai épousé. On vivait dans un petit logement cour commune, une maison où les voisins étaient écolés à nous, avec des murs en parpaing et un toit qui fuyait parfois. Même avec ça, je l'aimais. On se débrouillait. Manger était un problème, mais je regardais mon mari avec amour et je restais avec lui. Je faisais confiance à Dieu pour que tout s'arrange. On continuait à vivre ensemble, à gérer notre vie comme on pouvait, avec la foi. Mon histoire est longue, mais je vais la raccourcir. J'ai eu mon premier enfant, une fille, puis une deuxième, encore une fille. On n'attendait pas trop entre les naissances. Presque chaque année, j'accouchais. Le troisième enfant était une fille aussi, et le quatrième pareil, toujours des filles. À chaque fois, c'était par césarienne, des opérations difficiles. La dernière, surtout, a été très compliquée. Ça m'a fait tellement peur que je me suis dit que je ne pourrais peut-être plus avoir d'autres enfants. Ça me donnait des pensées profondes. Je réfléchissais tout le temps. Je m'inquiétais. J'étais confuse. Mais mon mari, lui, ne s'en faisait pas. Il me consolait, me disait de ne pas m'inquiéter, que tout allait bien, que nos filles étaient des cadeaux de Dieu. Il était là pour moi, et ça me calmait. J'ai dit « D'accord, si mon mari est avec moi là-dedans, pourquoi m'inquiéter ?» Je l'aimais tellement, et je savais qu'il m'aimait aussi. On continuait à se débrouiller. Peu à peu, on a quitté ce logement pour un petit appartement indépendant, une seule pièce avec une cuisine minuscule. Avec le temps, j'ai commencé un commerce. Je vendais des choses, et ça rapportait un peu. Je ramenais de l'argent à la maison. Mon mari, lui, travaillait à l'extérieur, dans un autre département. Il partait 2 mois, revenait 1 mois, parfois 2 mois à la maison, puis 1 mois dehors. Je lui faisais totalement confiance. Je ne pensais pas une seconde qu'il pourrait me faire du mal. Avec l'amour qu'il me montrait et la façon dont on avait commencé ensemble, de rien, je n'avais aucun doute sur lui. On a décidé de construire notre propre maison, une grande maison, un manoir. J'apportais de l'argent, lui aussi, mais c'est moi qui contribuais le plus. Mes efforts étaient plus gros que les siens. La plupart du temps, c'est moi qui payais presque tout à la maison. Son argent à lui n'était pas aussi important que ce que je croyais. Mes amis, ma famille, les voisins, tout le monde disait « C'est toi qui portes cette famille. Ton mari ne fait pas assez pour un homme de maison. » Mais je leur répondais « C'est mon mariage, pas une affaire publique. Occupez-vous de vos vies. » Je ne voulais pas écouter leurs ragots. Je n'y prêtais pas attention. Je ne les laissais pas me troubler. Je ne soupçonnais rien, je faisais confiance à mon mari. Pour construire cette maison, on a dépensé au moins 200 millions de CFA. Et sur ces 200 millions, je dirais que j'ai apporté la plus grosse part, environ 120 millions, et lui peut-être 80 millions. On a fini de la construire, un manoir magnifique à Abidjan, où on avait déménagé. Après ça, on a décidé de faire une grande cérémonie d'inauguration. On voulait en profiter pour célébrer nos 15 ans de mariage. On avait tout prévu, les invitations envoyées aux amis, à la famille, tout organisé. On avait déjà emménagé dans la maison. Il ne restait qu'à attendre le jour de la fête. Mais 2 jours avant notre anniversaire, mon mari a reçu un appel. Il m'a dit « Je dois aller à Yamoussoukro. C'est un appel officiel. » J'étais inquiète. Je lui ai demandé « Pourquoi partir juste avant notre anniversaire ?» Il m'a répondu « Ne t'en fais pas.
Je prends un vol rapide. Je serai là avant la fête. J'ai insisté. Attends après, s'il te plaît. Mais il a dit que c'était important, qu'il devait y aller. Alors j'ai cédé. Il est parti pour Yamoussoukro, mais il n'est pas revenu le lendemain, ni le jour de la fête. Ce matin-là, je l'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? C'est notre anniversaire aujourd'hui. Tout est prêt. Les gens sont invités. Il m'a dit, « Je prends un vol. Je serai là bientôt. Ne t'inquiète pas. » Tout était organisé. La nourriture, les boissons, les décorations dans notre manoir à Abidjan. Mais lui n'était pas là. Les invités sont arrivés. Sa famille, mes amis, ses collègues, tout le monde était là. On a mangé, bu, mais l'inquiétude montait. Je l'appelais sans arrêt. Il disait « Je suis en route, j'arrive ». Les gens me demandaient « Où est-il? Que se passe-t-il » L'ambiance devenait tendue. Même sa famille s'inquiétait. La nuit est tombée, tout le monde est parti. Et toujours rien de lui. J'étais tellement angoissée. Puis, l'appel que je n'attendais pas est arrivé. On m'a demandé « Êtes-vous la femme de cet homme ?» J'ai dit « Oui, que se passe-t-il » Ils m'ont répondu « Venez vite, votre mari est à l'hôpital à Bouaké. » J'étais choquée, Bouaké. J'ai dit « Non, il est allé à Yamoussoukro, pas à Bouaké. » Ils ont insisté « Il est à l'hôpital ici. » J'étais terrifiée. J'ai pensé qu'on l'avait enlevé. J'ai supplié au téléphone. S'il s'agit d'argent, dites-moi combien. On paiera, relâchez-le. Mais ils m'ont dit « Non, il est à l'hôpital. Venez vite. » J'ai réagi, je me suis préparée et je suis partie pour Bouaké, à l'adresse qu'il m'avait donnée. Quand je suis arrivée, ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Mon mari était couvert de blessures, des coups de couteau partout sur son corps, des bandages sur lui, inconscient. J'ai pleuré, je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai appelé sa famille, sa mère, ses sœurs, tout le monde pour qu'ils viennent. On attendait qu'il se réveille. Il était dans un état grave. Pendant ce temps, j'ai entendu sa mère parler à une de ses sœurs. On lui disait de ne pas épouser cette femme. Même si elle lui donnait un enfant, il ne devait pas la marier. J'étais confuse. De qui parlait-elle? Je voulais écouter plus, mais je me suis retenue pour rester calme. Puis sa sœur m'a prise à part. Elle m'a dit « Je suis désolée. On t'a caché ça tout ce temps. Mais maintenant, je ne peux plus le garder. Ton mari a une autre femme, une autre épouse, et elle lui a donné un fils. » J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à parler. Elle m'a dit « Ce garçon a 8 ans. Ma première fille aura 15 ans en juin. Ça veut dire que peu après notre mariage, il s'est marié avec une autre et me l'a caché. Sa famille savait tout depuis le début et personne ne m'a rien dit. » J'ai pleuré. Je ne pouvais pas me contrôler. Sa sœur me consolait, mais pas ma belle-mère. Elle restait froide. C'est là que j'ai compris ce qu'elle disait à sa fille. Il parlait de mon mari, mais il me l'avait caché. Peu après, il s'est réveillé. Il m'a appelé, il pleurait. « Pardonne-moi, j'ai une confession à faire. » J'ai dit « Repose-toi. Quand tu iras mieux, tu me diras tout. » Mais il a insisté. « Non, je dois te le dire maintenant. » Alors, j'ai écouté. Il m'a raconté. J'ai rencontré cette femme. Elle était ma maîtresse. Mais elle est tombée enceinte et a refusé d'avorter. Sa famille m'a forcée à la garder et à l'épouser, en secret. Il m'a dit que tous ces voyages d'affaires de 2 mois, étaient des mensonges. Il allait voir cette autre famille à Bouaké, où vivaient sa mère, ses frères et sœurs, et cette femme dans un appartement qu'il lui avait loué. Il passait plus de temps là-bas qu'avec nous, et c'est pour ça qu'il ne ramenait pas beaucoup d'argent à la maison. Il entretenait une autre famille, un fils qu'il élevait, pendant que moi, je mettais tout mon argent pour construire notre maison. Il m'a expliqué pourquoi il était à Bouaké. Cet appel venait de cette femme qui lui a dit de venir. Mais en arrivant, il l'a trouvé au lit avec un autre homme. Il était choqué. Il a frappé l'homme et l'homme l'a battu en retour avec un couteau. La femme s'est jointe à l'attaque.
Ils l'ont poignardé ensemble jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Les voisins l'ont entendu et l'ont emmené à l'hôpital. La femme et l'homme se sont enfuis. Mes larmes coulaient. Je lui ai dit « Pendant que j'étais fidèle, tu sautais d'une femme à l'autre? Tu m'as caché ça pendant des années ?» Il pleurait, demandait pardon, mais je n'arrivais pas à le regarder. Il n'a pas survécu. Les blessures étaient trop graves. Il a perdu trop de sang. Il est mort là, à l'hôpital. On a cherché cette femme et cet homme. Ils ont disparu. Personne ne sait où ils sont. Mais voilà le pire. Après sa mort, on a découvert qu'il avait tout légué à ce garçon, qu'il croyait être son fils. Tout, la maison qu'on a construite à Abidjan, les terrains, les voitures, ses affaires, il a mis ça au nom de ce garçon de 8 ans. Cette maison où j'ai mis 120 millions de CFA sur les 200 millions totaux. Mon argent, ma sueur, il l'a donné à cet enfant. On a appris que la femme et l'homme ont fui avec le garçon. Ils sont partis à l'étranger avec tous les documents et personne ne sait où ils sont. Moi, je suis restée avec rien. Je suis sans maison, je ne peux même pas nourrir mes enfants. Mes filles, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, je dois les élever seule. Et je n'ai plus rien. Sa famille me supplie de pardonner, mais je ne peux pas, je suis brisée. Je ne pardonnerai jamais à mon mari, même dans sa mort. Lui, sa mère, ses frères et sœurs qui savaient et n'ont rien dit, qu'ils ne trouvent jamais la paix. Tout ce que j'ai économisé, tout mon travail, envolé. Je me demande même si ce garçon est vraiment de lui. On pense qu'elle voyait cet autre homme avant mon mari. Peut-être qu'ils ont juste profité de son argent. Une arnaque en équipe. Je veux retrouver ce garçon pour un test ADN, savoir s'il est vraiment de mon mari. Mais ils ont tout pris et sont partis. Je suis ici pour demander vos conseils. Je suis sans rien, sans abri. Mes enfants ont faim. Que dois-je faire pour repartir de zéro? Laissez vos avis dans les commentaires. Aidez-moi, je vous en supplie. Merci.